Un instant plus tard, le chapeau annonça Gryffondor. Harry applaudit bruyamment avec les autres, tandis que Ron se laissait tomber sur une chaise à côté de lui. Bon, très bien, vraiment, dit Percy d'un ton pompeux, tandis que les amis du Blaze étaient envoyés à Serpentard. Le professeur McGonagall roula son parchemin et emporta le chapeau. Harry contempla alors son assiette d'or désespérément vide et se rendit compte à quel point il était affamé. Les pâtes à citrouille qu'il avait avalées lui semblaient bien loin. Albus Dumbledore s'était levé, le visage rayonnant, les bras largement ouverts. On aurait dit que rien ne pouvait lui faire davantage plaisir que de voir tous les élèves rassemblés devant lui. « Bienvenue, dit-il. Bienvenue à tous pour cette nouvelle année à Poudlard. Avant que le banquet ne commence, je voudrais vous dire quelques mots. Les voici. Diggory, Crasdouble, Bizarre, Pinson, je vous remercie. » Et il se rassit tandis que tout le monde applaudissait avec des cris de joie. Harry se demanda s'il fallait rire ou pas. « Il est un peu fou, non ?» demanda-t-il timidement à Percy. « Fou !» dit Percy d'un ton léger. « C'est un génie, le plus grand sorcier du monde. Mais c'est vrai, il est un peu fou. Tu vois les pommes de terre ?» Harry resta bouche bée. Les plats disposés sur la table débordaient à présent de victuailles. Roast-beef, poulet, côtelettes de porc et d'agneau, saucisses, lard, steak, gratin de pommes de terre sautées, frites, légumes divers, sauces vieuses, ketchup et, il ne savait pas pour quelle raison, des bonbons à la menthe. Les Dursley n'avaient jamais privé Harry de nourriture, mais il n'avait pas vraiment le droit de manger à sa faim. Dudley se précipitait toujours le premier sur ce que Harry aimait le mieux, même si cela le rendait malade. Harry remplit son assiette d'un peu de tout, sauf de bonbons à la menthe, et il se mit à manger avec appétit. Tout était délicieux. « Tout ça me paraît bien appétissant, » soupira le fantôme à fraise en regardant Harry trancher son steak. « Il y a presque 500 ans maintenant que je n'ai plus rien mangé. Je n'en ai pas besoin, bien sûr, mais ça me manque. Au fait, je ne me suis pas présenté. Sir Nicolas de Mimsy Porpington, pour vous servir. Fantôme résident à la tour de Gryffondor. »« Je vous connais, s'exclama Ron. Mes frères m'ont parlé de vous. C'est bien vous, Nick quasi sans tête. Je préfère qu'on m'appelle Sir Nicolas de Mimsy, dit le fantôme d'un air pincé. Quasi sans tête, l'interrompit Sirius Finnegan, le garçon aux cheveux blonds. Comment peut-on être quasi sans tête? Sir Nicolas sembla offensé. Visiblement, la conversation ne se déroulait pas selon ses vœux. Comme ceci, dit-il d'une voix agacée. Il prit son oreille gauche entre les deux doigts et l'étira vers le haut. Sa tête bascula alors vers la droite et tomba sur son épaule comme si elle était rattachée à son cou par une charnière. Apparemment, quelqu'un avait essayé de le décapiter sans réussir à terminer le travail. Satisfait de voir les regards ébahis des nouveaux élèves, Nick quasi sans tête remit son chef en place et tout ça. Alors, les nouveaux Gryffondor, dit-il. J'espère que vous allez nous aider à gagner la Coupe des 4 maisons cette année. Il y a tellement longtemps que Gryffondor ne l'a pas obtenue. Les Serpentards l'ont remporté 6 fois de suite. Le baron sanglant en est devenu insupportable de prétention. C'est lui le fantôme des Serpentards. Harry jeta un coup d'œil à la table des Serpentards et aperçut un horrible fantôme, les yeux vides, le visage émacié, les vêtements bâclés de taches de sang au reflet d'argent. Il était assis à côté de Malfoy qui, à la grande satisfaction de Harry, n'avait pas l'air enchanté d'occuper cette place. « Comment a-t-il fait pour être couvert de sang ?» demanda avec grand intérêt Sirius Finnegan, le garçon blond. « Je ne lui ai jamais demandé, » dit quasi sans tête avec délicatesse. Lorsque tout le monde se fut bien rempli l'estomac, ce qui restait dans les plats disparut peu à peu et la vaisselle redevint étincelante de propreté. Ce fut alors le moment du dessert. Crème glacée à tous les parfums possibles, tarte aux pommes, éclairs au chocolat, beignets, baba au rhum, fraises, gâteau de riz. Harry se servit. Tandis qu'il prenait un morceau de tarte à la mélasse, les autres se mirent à parler de leur famille. « Moi, je suis moitié-moitié, » expliqua Sirius. « Mon père est un moldu et ma mère a attendu qu'il soit marié pour lui dire qu'elle était une sorcière. Ça lui a fait un choc. » Tout le monde éclata de rire. « Et toi, Neville ?» demanda Ron. « C'est ma grand-mère qui m'a élevé et c'est une sorcière, » répondit Neville. « Mais pendant des années, la famille a cru que j'étais un moldu. Hadji, mon grand-oncle, essayait toujours de me prendre par surprise pour voir s'il y avait un peu de magie en moi. Un jour, il m'a poussé dans l'eau au bout de la jetée de Blackpool et j'ai failli me noyer. Jusqu'à l'âge de 8 ans, je n'ai montré aucun don pour la magie. Et puis un jour, mon grand-oncle qui était venu prendre le thé à la maison
m'a pris par les chevilles et s'est amusé à me pendre par une fenêtre du premier étage. Ma grande tante Enid est venue lui apporter une meringue et il m'a lâché sans le faire exprès. Mais au lieu de tomber normalement, j'ai rebondi dans le jardin jusque sur la route et tout le monde était ravi. Ma grand-mère pleurait de joie. Et je ne les avais jamais vus aussi heureux quand j'ai été appelée à Poudlard. Ils avaient eu si peur que je n'ai pas assez de magie en moi pour qu'on m'accepte à l'école. Mon grand-oncle, Algie, était tellement content qu'il m'a acheté un crapaud. Assis de l'autre côté de Harry, Percy Weasley et Hermione parlaient des cours. « J'espère qu'ils vont commencer tout de suite, » dit Hermione. « Il y a tellement de choses à apprendre. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la métamorphose. Ça doit être passionnant de transformer quelque chose en quelque chose d'autre. Bien sûr, il paraît que c'est très difficile. Il faudra commencer avec de petits objets, par exemple, changer une allumette en aiguille, » expliqua Percy. Harry, qui commençait à avoir chaud et sommeil, jeta à nouveau un coup d'œil à la grande table. Harry vidait son gobelet, le professeur McGonagall bavardait avec Albus Dumbledore, et le professeur Quirrell, avec son turban ridicule, parlait à l'un de ses collègues. Un homme aux cheveux noirs et gras, le nez crochu, le teint cireux. Tout se passa en un éclair. Le professeur au nez crochu leva les yeux au-dessus du turban du professeur Quirrell et fixa Harry. Celui-ci ressentit aussitôt une douleur aiguë, fulgurante à l'endroit de sa cicatrice. « Aïe !» s'écria Harry en se plaquant une main sur le front. « Qu'est-ce qu'il y a ?» s'inquiéta Percy. « Rien. » La douleur avait disparu aussi vite qu'elle était venue. En revanche, Harry n'arrivait pas à chasser la sensation qu'il avait éprouvée en croisant le regard du professeur. La sensation que cet homme ne l'aimait vraiment pas. « Qui c'est, le prof qui parle avec Quirrell ?» demanda-t-il à Percy. « Tu connais déjà Quirrell ? Pas étonnant qu'il ait l'air si nerveux. L'autre, c'est le professeur Roy. Il est chargé des cours de potions, mais ça ne lui plaît pas. Tout le monde sait qu'il essaye de prendre la place de Quirrell. Il en connaît un rayon en magie noire, ce Rogue. » Harry observa longuement le professeur Rogue, mais celui-ci ne tourna plus les yeux vers lui. Lorsque les desserts eurent à leur tour disparu, Albus Dumbledore se leva à nouveau et le silence se fit dans la salle. « Maintenant que nous avons rassasié notre appétit et étanché notre soif, je voudrais encore dire quelques mots en ce qui concerne le règlement intérieur de l'école. Les premières années doivent savoir qu'il est interdit à tous les élèves sans exception de pénétrer dans la forêt qui entoure le collège. Certains de nos élèves les plus anciens feraient bien de s'en souvenir. » Dumbledore tourna ses yeux étincelants vers les jumeaux Weasley. « Monsieur Rusard, le concierge m'a également demandé de vous rappeler qu'il est interdit de faire des tours de magie dans le couloir entre les cours. La sélection des joueurs de Quidditch se fera au cours de la 2e semaine. Ceux qui souhaitent faire partie de l'équipe de leur maison devront prendre contact avec Madame Bibine. Enfin, je dois vous avertir que cette année, l'accès au couloir du 3e étage de l'aile droite est formellement interdit, à moins que vous teniez absolument à mourir dans d'atroces souffrances. » Harry éclata de rire, mais il ne fut guère évité. « Il n'est pas sérieux ?» murmura-t-il à Percy. « Je crois que si, » répondit Percy en fronçant les sourcils. « C'est bizarre, d'habitude il nous explique pourquoi on n'a pas le droit d'aller dans certains endroits. La forêt, par exemple, est remplie de bêtes féroces, tout le monde le sait. Il aurait au moins pu nous dire à nous, le préfet. Et maintenant, avant d'aller nous coucher, chantons tous ensemble l'hymne du collège, s'écria Dumbledore. Harry remarqua que le sourire des autres professeurs s'était soudain figé. Dumbledore donna un petit coup de baguette magique, comme s'il avait voulu faire partir une mouche posée à son extrémité, et il s'en échappa un long ruban d'or qui s'éleva au-dessus des tables en se tortillant comme un serpent pour fermer les paroles de la chanson. « Chacun chantera sur son air préféré, » dit Dumbledore. « Allons-y. » Et toute l'école se mit à hurler. Poudlard, Poudlard, Poudulard du Poudlard. Apprends-nous ce qu'il faut savoir, que l'on soit jeune ou vieux ou chien, ou qu'on ait les jambes qui boivent. On veut avoir la tête bien pleine, jusqu'à en avoir la biclette. Car pour l'instant c'est du jus d'âne qui mijote dans nos crânes. Oblige-nous à étudier, répète-nous ce qu'on a oublié. Fais de ton mieux qu'on se surpasse, jusqu'à ce que le cerveau crie grâce. Tout le monde termina la chanson à des moments différents. Les jumeaux Weasley furent les derniers à chanter, un rythme lent de la marche funèbre qu'ils avaient choisi. Dumbledore marqua la cadence avec sa baguette magique, et lorsqu'ils eurent terminé, il fut l'un de ceux qui applaudirent le plus fort. « Ah, la musique !» dit-il en s'essuyant les yeux. « Elle est plus magique que tout ce que nous pourrons jamais faire dans cette école. Et maintenant, au lit. Allez, tout le monde dehors. » Les nouveaux Gryffondors suivirent Percy hors de la grande salle, puis montèrent derrière lui le grand escalier de marbre.
Harry a à nouveau l'impression d'avoir des jambes de plomb. Mais cette fois, seule la fatigue et le plantureux repas en étaient la cause. Il avait tellement sommeil qu'il ne fut même pas surpris de voir des personnages du tableau accrochés au mur des couloirs chuchoter et montrer les élèves du doigt sur leur passage. Il ne fut pas davantage étonné de voir que Percy les faisait passer par des portes cachées derrière des tapisseries ou des panneaux coulissants. Ils parcoururent ainsi une distance interminable, bâillant et traînant les pieds, et Harry se demandait s'ils étaient encore loin du but. Quand ils s'arrêtèrent brusquement, des cannes apparurent soudain devant eux, flottant dans les airs, et survolèrent sur Percy, qui dut faire un pas de côté pour les éviter. « C'est Peeves !» murmura Percy. « Un esprit frappeur !»« Peeves, montre-toi !» dit-il en élevant la voix. Pour toute réponse, un bruit grossier comme un ballon qui se dégonfle résonna dans le couloir. « Tu veux que j'aille prévenir le baron sanglant ?» menaça Percy. Il y a alors un bruit sec et un petit homme au regard noir et méchant, avec une grande bouche, se dessina dans les airs. Il avait les jambes croisées et se cramponnait aux cannes. « Ouh !» lança-t-il en accompagnement sous le cri d'une sorte de craquement mauvais. « Voilà les petits nouveaux! On va bien s'amuser !» Il fondait alors sur eux, obligeant les élèves à se baisser. « Va-t'en, Pips, sinon le baron sera prévenu, et je ne plaisante pas !» s'exclama Percy. Pips tira la langue et disparut en laissant tomber les cannes sur la tête de Neville. Des armures cliquetèrent sur son passage. « Il faut faire attention à Pips, dit Percy en poursuivant son chemin. Le baron sanglant est le seul à qui il obéisse. Même nous, les préfets, il ne nous écoute pas. Voilà, on y est. » Tout au bout du couloir est accroché un tableau qui représentait une très grosse dame vêtue d'une robe de soie rose. « Le mot de passe » demanda-t-elle. « Capite Draconis » dit Percy, et le tableau pivota aussitôt, laissant voir un trou rond découpé dans le mur. Ils s'y engouffrèrent un par un et firent la courte échelle à Neville. Puis ils se retrouvèrent dans la salle commune de Gryffondor, salle ronde, confortable et accueillante, remplie de gros fauteuils moelleux. Percy montra à nouveau les deux dortoirs qui leur étaient réservés, celui des filles et celui des garçons. Les garçons montèrent l'escalier en colimaçon qui menait au sommet du tour et trouvèrent des lits à baldaquin avec des rideaux de velours d'un rouge profond. Leurs valises avaient déjà été amenées. Trop fatigués pour parler longtemps, ils enfilèrent leurs pyjamas et se mirent au lit. « On mange bien ici, hein ?» chuchota Ron à Harry à travers les rideaux. « Hé, laisse-moi tranquille, crottard. Il est en train de ronger mes draps. » Harry voulut répondre, mais il tomba endormi. Peut-être était-ce à cause de son trop copieux repas, mais il fait rêve étrange. Il portait le turban du professeur Quirrell, et le turban ne cessait de lui répéter qu'il ferait mieux de se faire transférer à Serpentard, car telle était sa destinée. Harry répondait qu'il ne voulait pas aller à Serpentard. Le turban devenait alors de plus en plus lourd. Harry essayait de l'enlever, mais il le serrait douloureusement la tête. Il voyait Malfoy qui riait en le regardant, s'excrimant en vain. Puis Malfoy prenait l'apparence de Rogue, le professeur au nez crochu, et son rire devenait de plus en plus sonore, de plus en plus glacé. Un éclair de lumière verte avait alors jailli et Harry s'était réveillé, le corps tremblant, baigné de sueur. Il s'était tourné de l'autre côté et s'était rendormi. Le lendemain, lorsqu'il se réveilla, il n'avait plus aucun souvenir du rêve.